Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice très classique que vous allez beaucoup rencontrer. Il s'agit de montrer par exemple qu'une fonction donnée de A vers B, d'accord, admet une bijection réciproque. Autrement dit, on nous dit simplement de montrer que cette fonction-là est une application bijective. Donc déjà, la première question, il faut comprendre ça. Si on vous dit de montrer qu'une fonction admet une bijection réciproque, ça veut dire qu'on vous dit de montrer que cette fonction-là est bijective. Et lorsque vous avez une fonction qui est définie de A vers un ensemble B, pour montrer qu'elle est bijective, d'accord, vous savez, il y a la technique, disons, traditionnelle qu'on avait l'habitude de faire, montrer qu'elle est injective, montrer qu'elle est surjective. Mais ici, avec les fonctions qui ne sont pas les fonctions affines, les fonctions rationnelles, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser la méthode d'injectivité, de surjectivité traditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour montrer qu'une fonction est bijective, d'accord, on montre simplement que cette fonction-là réalise, on montre que f réalise une bijection de A vers B, tout simplement. D'accord? Donc, je vais vous montrer le théorème qu'on utilise très souvent. Vous-même, vous allez lire, d'accord, et voir pourquoi, d'accord, ou bien comment est-ce qu'on montre qu'une fonction réalise une bijection de A vers B. Donc, le théorème dit la chose suivante. Vous avez ceci. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu ça. Donc, le théorème dit la chose suivante, que si vous avez une fonction donnée qui est continue et strictement monotone signifie que c'est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc, si vous avez une fonction qui est continue et qui est strictement monotone sur l'intervalle k, alors nous avons les conclusions suivantes. D'accord? Nous avons trois informations capitales. La première information, c'est que f réalise une bijection de k vers f de k. D'accord? Et donc, si moi je dis ici que f est bijective, si f réalise une bijection de A vers B, ça voudra dire quoi? Le f de k qui est ici, vous devez prouver que le B qui est ici, c'est exactement f de A. D'accord? Donc, après ça, vous avez une deuxième information. La bijection réciproque qui est notée f-1 est aussi continue sur l'intervalle f de k. Vous savez que si f réalise une bijection de A vers B, f-1 est naturellement défini de B vers A. D'accord? On vous dit maintenant que f-1 est nécessairement continu sur f de A. C'est-à-dire, si c'est déjà une bijection, ça veut dire que f-1 est continu sur B. Troisième information. La troisième information, c'est que f est également strictement monotone et garde le même sens de variation que f. C'est-à-dire que si f était strictement croissante, vous allez conclure également que f-1 également est strictement croissante. Si f était strictement décroissante, f-1 aussi serait strictement décroissante. Donc les deux fonctions-là, qui sont des fonctions réciproques, d'accord, ont le même sens de variation, d'accord? Il y a l'une qui a qui est strictement, par exemple, croissante sur A, l'autre est strictement croissante sur le B, d'accord? Ok, donc revenons à la première question. Ici, on nous dit de montrer que f admet une bijection réciproque. Donc, il faut faire attention, il y a deux choses à faire. Premièrement, vous allez montrer que f réalise une bijection de A vers f de A et que f de A n'est rien d'autre que l'ensemble d'arrivées de B. D'accord? Parce que ce théorème vous dit simplement que f réalise une bijection de K vers f de K. D'accord? Ça, c'est juste la réalisation de bijection. Mais on veut que l'ensemble d'arrivées, d'accord, soit égal à f de K. Ok, donc nous allons commencer. Pour utiliser le théorème, on va commencer par montrer d'abord que la fonction est continue. Après, montrer que la fonction est strictement monotone, d'accord, sur le domaine en question. Donc ici, nous travaillons de 0 pi vers 0,2. Allons-y.
Donc ici, nous avons f qui est défini de 0 pi à valeur dans 0, 2. Qui a x associe f de x égale 1 plus cosinus de x. Donc nous allons commencer par parler de la continuité. Donc la fonction cosinus ou bien les fonctions, voilà, la fonction cosinus ou sinus sont des fonctions très gentilles qui sont continues et même dérivables, d'accord, sur tout R, d'accord, donc en particulier sur tout intervalle, d'accord, de R. Donc on va dire ici que la fonction qui a x associé 1 plus cosinus de x est continue et même dérivable, parce qu'on va dériver tantôt, est dérivable sur, d'accord, tout R, d'accord, en particulier sur 0, pi, d'accord, comme somme de fonctions continues et dérivables. Comme somme de fonctions continues et dérivables. Parfait. Maintenant, nous passons à la dérivée maintenant. Parce que nous cherchons maintenant le sens de variation. N'oubliez pas la propriété. Pour conclure, d'accord, que f réalise une bijection, il faut d'abord montrer, il suffit de montrer que f est continu, d'accord, premièrement, et puis vous allez montrer que f est strictement monotone sur K. Montrer que c'est strictement monotone, on va juste étudier le signe de sa dérivée, d'accord? Ok, allons-y. Donc ici, on continue. Donc, quel que soit le x élément de 0 pi, qu'est-ce qui se passe? La dérivée de la fonction, d'accord? Il s'agit de dériver la fonction qui a x associé 1 plus cosinus de x. Comme c'est une somme, d'accord? Nous allons dériver la fonction qui a x associé 1 qui vaut 0. Donc, ça dérivé, ça fait 0. Plus la dérivée de la fonction cosinus. C'est exactement moins sinus de x. D'accord? Et donc ici, vous obtenez moins sinus de x. Ça, c'est exactement la dérivée. Mais on veut étudier maintenant le signe de ce machin-là sur l'intervalle 0 à pi. D'accord? Pour ceux qui aiment le cercle trigonométrique. Donc, vous avez ici 0, puis pi, c'est de ce côté-là. D'accord? Donc, les sinus sont des ordonnées en quelque sorte. Donc, si nous sommes dans ce cadran-là, dans ce demi-cercle-là, ce qui se passe, d'accord, c'est que l'ordonnée est tout le temps positif et donc le sinus est tout le temps positif, d'accord, sauf peut-être en 0 et en pi. Donc, on va commencer par dire que quel que soit le x élément de 0 pi, virgule, sinus de x est strictement positif. Donc, moins sinus de x est strictement inférieur à 0, quel que soit le x, d'accord, élément de 0 à pi. Donc, qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous savons que, donc, quel que soit le x, élément de 0 à pi, ouvert, virgule, f' de x est strictement inférieur à 0. Donc, ça, c'est la toute première information. Deuxième information, f' de 0, c'est égal à f' de pi, c'est égal à 0. C'est-à-dire que sur les bornes, parce que j'ai d'abord exclu le 0 et le pi, d'accord? Donc, j'ai constaté que la dérivée est strictement inférieure à 0. Puis, en 0 et en pi, j'ai évalué, j'ai calculé f' de 0, c'est 0, f' de pi aussi, c'est 0, d'accord? Mais par contre, la fonction continue d'être strictement croissante et décroissante parce qu'on vous a dit que si vous avez une fonction qui est strictement positive sur un intervalle et qu'il manque simplement quelques, c'est-à-dire en un nombre fini, d'accord? Si c'est seulement un nombre fini que ça s'annule, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à dire que la fonction est strictement monotone. Ainsi, f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, pi. Maintenant, on va conclure que d'où f réalise, puisque la fonction est continue et strictement décroissante, d'accord, on va conclure que f réalise une bijection
de l'intervalle 0, pi, d'accord, vers, d'accord, on va juste faire ça, d'accord, vers le f, d'accord, l'image de cet intervalle, vers f de 0, pi. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons calculer ceci, d'accord. Je vais également vous montrer comment est-ce qu'on calcule l'image des intervalles en même temps, vous allez voir vous-même. Et donc ça, vous avez un petit tableau qui vous donne les différentes situations, d'accord. Donc ici, vous avez par exemple un intervalle qui est fermé, d'accord. Si la fonction est strictement croissante, voici comment vous pouvez calculer f de cet intervalle-là. On calcule f de cet intervalle, d'accord, en maintenant l'intervalle de même forme, d'accord, vous voyez. Donc cet intervalle-là, c'est sous la forme, c'est un segment fermé des deux côtés. Donc son image également va être un intervalle fermé des deux côtés. Mais puisque la fonction, si la fonction est strictement croissante, vous allez d'abord calculer f de a ici, puis f de b là. Mais par contre, si la fonction est strictement décroissante, comme ici par exemple, vous devez d'abord faire passer l'image de b. Donc vous devez calculer d'abord f de b, puis après vous allez calculer f de a. D'accord? Donc maintenant, si vous avez un intervalle de la forme, un segment, d'accord, fermé, bon, semi-fermé, c'est-à-dire fermé en a par exemple et ouvert en b, si la fonction est strictement croissante, vous faites la même chose, d'accord, seulement que comme vous avez une ouverture ici, le b est exclu, vous allez calculer plutôt la limite en b. D'accord? Ici également, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si la fonction est strictement décroissante, vous faites pareil, mais vous devez commencer par b, comme vous l'avez fait ici, parce que la fonction est strictement décroissante. Vous allez commencer par b en maintenant sa limite, et puis en calculant maintenant f de a, parce que c'est fermé en a. Vous faites pareil, c'est la même règle. Par exemple, r, vous connaissez bien r, c'est moins l'infini. Le r, c'est moins l'infini à plus l'infini. Et donc, si la fonction est strictement croissante, on va d'abord calculer la limite pour calculer l'image de f de... pour calculer l'image de l'intervalle k, c'est-à-dire l'image de r, on va d'abord calculer la limite en moins l'infini, premièrement, et puis la limite en plus l'infini, deuxièmement. Ici, si la fonction est décroissante, on fait le travail inverse. On calcule d'abord la limite en plus l'infini, puis la limite en moins l'infini. Donc, c'est comme ça, c'est avec ce tableau-là que vous pouvez calculer l'image d'un intervalle, d'accord, en regardant juste la forme de l'intervalle, puis en appliquant directement ça. Donc, nous sommes dans quel cas? Nous sommes dans le premier cas, parce que notre intervalle, c'est fermé des deux côtés, d'accord? Nous sommes ici. Donc, nous allons regarder maintenant, est-ce que notre fonction est croissante ou décroissante? Nous sommes dans ce cas, strictement décroissante. Donc, pour calculer f de b, nous allons d'abord, et f de l'intervalle AB, nous allons d'abord calculer f de b, puis après f de a. Donc, ici, f de 0 pi, c'est égal à quoi? Ça fait f de pi, donc ça c'est notre b, d'accord? Puis f de a qui donne f de 0. Mais c'est quoi f de pi? Rappelons f de ins, c'est 1 plus cosinus de ins. F de 0, ça donne 1 plus cosinus de 0, ce qui nous donne 2, parce que cosinus de 0 c'est 1. F de pi, ça fait 1 plus cosinus de pi. Or, cosinus de pi, c'est moins 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Ainsi, l'intervalle f de 0 pi, comme vous le savez, il faut d'abord mettre f de pi qui est 0, puis après mettre f de 0 qui est 2. Donc, ça nous donne exactement l'intervalle 0, 2. Or, ça, c'est l'ensemble d'arrivées. C'est ce que je disais. Il faut montrer que la fonction réalise une bijection, d'accord, de A vers le B. Donc, on vient de montrer qu'en réalité, le f de 0 pi, ce n'est rien d'autre que notre intervalle d'arrivée. D'accord? D'où f est bijective. Et donc, admet une bijection réciproque. Et donc, admet une bijection réciproque. Notez f-1. Voilà, ça c'est la toute première question, c'est tellement gentil, c'est tellement propre, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Je vais faire une copie du sujet rapidement. La question 2, maintenant, on nous demande de déterminer d'abord l'ensemble des dérivabilités de f-1, puis calculer la dérivée de la fonction réciproque. Vous voyez, ici, vous n'êtes pas obligé de connaître, comment on appelle ça, la réciproque avant de déterminer sa dérivée. C'est la technique en fait. D'accord? Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se fait. Vous montrer également la propriété qui permet de le faire. D'accord? Comme ça, vous avez une idée du théorème et puis vous allez manipuler ça très facilement. Allons-y. Donc, ici, vous avez ceci, qui est un très bon théorème également,
qui vous permet de faire tout. Ici, le théorème dit quoi? Le théorème dit que si vous avez une fonction qui est dérivable strictement monotone sur un intervalle k, tel que pour tout x élément de k, la dérivée ne s'annule jamais. D'accord? F' de x est différent de 0. Le théorème dit premièrement que la fonction réalise une bijection de k vers f de k. Ça, on l'a déjà fait. Et il dit ensuite que la bijection réciproque maintenant, parce que nous, on veut regarder maintenant les propriétés de la bijection réciproque. Le théorème nous dit que la bijection réciproque est également dérivable sur f de k. Mais attention, il y a d'abord une condition. Il faut d'abord que la dérivée que vous avez trouvée ne s'annule jamais sur k. D'accord? Donc ici, il vous dit que la fonction est d'abord dérivable sur f de k. En plus de ça, d'accord, vous pouvez connaître la dérivée. Je vais expliquer tantôt. Donc on va d'abord régler la première partie qui consiste à trouver le domaine de dérivabilité. Donc ce théorème nous dit simplement que pour déterminer l'ensemble des dérivabilités, premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord déterminer les solutions de l'équation f' de x égale à 0. Premièrement, il faut d'abord connaître les solutions dans l'intervalle en question parce que f est une bijection de A vers B, d'accord? Et puis f moins 1 est défini de B vers A, d'accord? Donc, premièrement, pour déterminer l'ensemble des dérivabilités de f moins 1, on commence d'abord par résoudre l'équation f' de x égale à 0, d'accord? Puisque vous avez déjà montré que la fonction est strictement monotone et tout. Deuxième position, vous allez maintenant, si vous trouvez par exemple comme solution, si je suppose qu'en résolvant par exemple ceci, vous avez trouvé comme solution A, B, C, D, ainsi de suite. D'accord? L'ensemble des dérivabilités maintenant de votre bijection réciproque, c'est l'espace B, d'accord? Privé de f de A, f de B, f de C, ainsi de suite. Vous devez priver, d'accord, les solutions de l'équation, c'est-à-dire l'image des solutions de l'équation f' de x égale à 0. On va le faire pas à pas, d'accord? Premièrement, on commence par résoudre dans notre cas là, le f' de x, c'est égal à moins sinus de x. D'accord? Premièrement, on va résoudre l'équation f' de x égale à 0 dans quel intervalle dans notre espace de départ. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? F' de x égale à 0 signifie que moins sinus de x est égal à 0. On continue. Ça veut dire que sinus de x est égal à 0. Et donc ici, nous avons seulement un intervalle. L'intervalle très petit, c'est 0 à pi simplement. On sait que si nous sommes sur 0 à pi, le sinus s'annule ici, parce que c'est l'ordonnée qu'on regarde, et s'annule également là. Donc ça s'annule simplement en 0 et en pi. D'accord? Donc pas besoin de déployer de gros moyens. Donc ici, on va dire que le x est égal à 0 ou le x est égal à pi. Maintenant, on va dire que l'ensemble des dérivabilités, donc ainsi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que quel que soit le x élément de 0 pi, virgule, f' de x est différent de 0. Après ça, nous avons que f' de 0 est égal à f' de pi est égal à 0. Donc voilà, ce sont les solutions. Nous avons 0 et pi. Donc les a et b que j'ai donné ici là, d'accord, c'est exactement 0 et pi. Donc on va maintenant dire que l'ensemble des dérivabilités de ainsi, l'ensemble de dérivabilité de quoi? De f moins 1 est de point E égale, ça fait l'espace d'arrivée qui n'est rien, l'espace d'arrivée qui fait 0, 2. On va maintenant priver l'ensemble, d'accord, f de 0, pas f' de 0, hein, et f de pi. Parce que nous avons deux solutions ici. Il faut priver l'image de toutes les solutions que vous avez trouvées. D'accord? Il faut priver l'image. Il faut les enlever. Donc, f de 0, c'est quoi pour nous? Donc, ça fait 0, 2. Privé de f de 0, on avait trouvé exactement, je pense, 2. Et puis f de pi, on avait trouvé 0. Donc, priver ça, on revient à dire simplement que cet intervalle, c'est 0 à 2 ouvert. Donc, ça, c'est E. C'est l'ensemble de dérivabilité de la fonction réciproque. Maintenant, on nous demande de calculer sa dérivée. Calculons maintenant f' moins 1, c'est-à-dire la dérivée de la bijection réciproque.
Donc, je peux vous le faire rapidement, ce n'est pas du tout quelque chose qui est difficile. Vous savez que si vous prenez une fonction f et sa bijection réciproque, il y a une relation qui les lie, c'est-à-dire que f composé avec f moins 1, appliqué en is par exemple, c'est exactement égal à 1 tout le temps. Et pardon, à is, excusez-moi. C'est égal à ins. Si vous composez une fonction avec sa bijection réciproque, ça donne l'identité, toujours. De sorte que quand vous donnez comme argument ins, ça sort le ins, d'accord, par la composée. Donc, du coup, quand je vais dériver, par exemple, tout ceci en utilisant la formule de composée, vous savez que f rond g', d'accord, ce n'est rien d'autre que g', d'accord, multiplié par f' composé avec g encore. Donc, ici, si je l'applique, je vais dire que la dérivée, donc f rond g' appliqué en is, c'est égal à la dérivée de x qui donne 1. Et donc, si j'applique la formule, ça me fait f moins 1' de x multiplié par f' appliqué à f moins 1 de x, ce qui nous donne 1. Par conséquent, la formule qui permet de calculer la dérivée de la bijection réciproque, c'est exactement 1 divisé par f' de f moins 1 de x. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez commencer par vous poser des questions, mais on ne connaît pas f moins 1. Mais sans connaître f moins 1, on peut calculer sa dérivée en utilisant cette formule. Je vais vous montrer comment ça se fait. D'accord? Donc, il ne faut pas confondre les choses. Hein. Ça, c'est la dérivée de la fonction initiale. Et ça, c'est sa bijection réciproque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on commence. D'accord? Si vous n'avez pas l'expression explicite de la bijection réciproque, qu'est-ce qu'on fait? On commence par, d'accord, écrire f' de x en fonction de f de x. Ça, c'est la première étape. En fonction de f de x. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on utilise la formule. On utilise la formule de dérivation pour la réciproque. D'accord? Donc, je vais commencer par calculer f' de x en fonction de f de x. C'est quoi f' de x au début? C'est égal à moins sinus de x. C'est quoi f de x? F de x, c'est 1 plus cosinus de x. Donc, je vais exprimer f' de x en fonction de f de x d'abord. Ici, n'oublions pas, le x appartient à l'intervalle 0pi. Donc, si nous sommes dans 0pi, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que sinus au carré de x plus cosinus au carré de x, c'est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? Que sinus carré de x, c'est égal à 1 moins cosinus carré de x. Donc, on sait que le sinus de x, c'est égal à la racine carrée de 1 moins cosinus carré de x, ou bien c'est égal à moins racine carrée de 1 moins cosinus carré de x. Qu'est-ce qui se passe? Regardez très bien. Ce qui se passe ici, c'est que nous allons regarder dans notre intervalle quel est le signe, d'accord, du sinus, d'accord, pour savoir quel est exactement est-ce que c'est ça qu'il faut choisir ou bien c'est plutôt ceci qu'il faut choisir. Mais quand nous sommes dans l'intervalle 0pi, sinus est positif. Comme sinus est positif, ça veut dire que la valeur qu'on doit prendre, donc nous allons dire, or, x appartient à l'intervalle 0pi, donc le sinus de x est supérieur ou égal à 0. Ainsi, sinus de x ici, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de 1 moins cosinus carré de x. D'accord? Si vous voulez, et ça c'est quoi? Vous pouvez factoriser si vous voulez, mais si vous voulez, vous pouvez rapidement attaquer le f de x. F de x c'est quoi? C'est 1 plus cosinus de x. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez dire que ça c'est égal à 1 moins cosinus de x facteur de 1 plus cosinus de x. C'est-à-dire que c'est égal à la racine carrée de 1 moins cosinus de x multiplié par f de x qui est donné. Ce n'est pas fini. Nous savons que cosinus de x, d'accord, c'est égal à f de x moins 1. Donc, ce qui nous donne 1 moins, d'accord? Donc, je peux l'écrire correctement, vous allez voir. Donc, ici, f de x, c'est quoi? C'est égal à 1 plus cosinus de x. Donc, le cosinus de x, en réalité, ce n'est rien d'autre que f de x moins 1. D'accord? On va le remplacer. Ça voudra dire que 1 moins cosinus de x, en réalité, d'accord, c'est égal exactement à 1 moins tout ça. Quand je fais 1 moins tout ça, j'obtiens 2 moins f de x. Donc, c'est pour dire que
f' de x calculé en fonction de f de x devient quoi? Devient la racine carrée de 2 moins f de x. Tout ceci multiplié par f de x encore. Voilà. Donc, si vous écrivez ça, ça c'est la toute première étape. Deuxième étape, maintenant, utilisez la formule. F moins 1 prime de x maintenant, c'est égal à 1 sur f prime appliqué à f moins 1 de x. Vous voyez? Voilà pourquoi on écrit f prime de x en fonction de f moins 1 de x. Parce que si vous faites entrer dans ça, parce qu'il faut calculer maintenant f prime de f moins 1 de x, c'est-à-dire remplacer ce x là par tout ceci. Or, si vous remplacez le x par tout ça, ça voudra dire qu'à chaque fois que vous avez le x, vous allez mettre f moins 1 de x. Mais f moins 1 de x, ça donne x. D'accord? Donc, à la place de f ici, vous allez avoir x. Ici également, vous allez avoir x. Par conséquent, vous obtenez f moins 1 prime de x, c'est égal à 1 sur... D'accord? Donc ici, n'oubliez pas, hein, en réalité, ça c'est sinus. Mais le f', d'accord, c'est moins sinus. D'accord? Donc il y a un moins ici qu'il ne faut pas oublier. C'est important. Sorry, c'est pas là. C'est à la place de f' de x. Voilà, c'est moins. Parce que c'est moins sinus. Or, sinus, c'est tout ça. Ça, c'est la valeur de sinus. D'accord? Mais c'est moins sinus. Donc, moins sinus, ça donne tout ça. Donc, ce qui nous donne moins maintenant, la racine carrée de 2 moins x fois x tout simplement. D'accord? Parce que f' de f moins 1 de x, ça donne exactement moins la racine carrée de 2 moins x fois x. Parce qu'ici, il faut remplacer le x qui est ici par f moins 1 de x. Et quand on fait f de tout ça, ça donne x. La même chose ici, ça donne x. Et on obtient exactement ça. Ça, c'est exactement la dérivée, d'accord, de la fonction réciproque. Sans connaître la fonction réciproque, nous avons exactement sa valeur exacte, c'est-à-dire la dérivée, d'accord, de la bijection réciproque. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.